Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Bon, après la Grèce, après la Croatie, après les Émirats Arabes Unis, c'est donc au tour de l'Indonésie de s'offrir des Rafales. On rentrera dans les détails de ce contrat un petit peu après, mais juste un petit peu sur les raisons qui expliquent que l'avion de combat multiplie comme ça les succès à l'exportation. Il n'y a pas une accélération là ? Oui, il y a eu une accélération. On a dû attendre un certain nombre d'années avant que cette réussite, qui est déjà une réussite programmatique, déjà une réussite vers les armées françaises, devienne une réussite vers l'exportation. Ouais. On a eu une première vague de réussite avec Égypte, Qatar et Inde. Et on vient d'avoir une deuxième série de réussites avec Grèce, Émirats Arabes Unis et Indonésie. Il y a vraiment un gros point de bascule qui est passé là, où vraiment, pour le coup, il y a plus de ventes qui ont été faites à l'étranger que par l'armée française. Ça y est, on est dans une nouvelle dynamique ? Oui, on est pratiquement à 300 ventes à l'étranger, un petit peu en dessous, pour 200 pour la France. Ouais. Donc on est autour de 500 avions vendus. On peut y rajouter aussi la Croatie qui a acheté des avions d'occasion. Donc on a réellement eu une tendance forte qui concrétise cette excellence de l'avion de combat Rafale. Ouais, donc les raisons du succès alors parce que la concurrence elle est vive quand même. Hein. Oui, la concurrence américaine est plus que vive, oui. Surtout en Europe. Comment on pourrait la qualifier si on dit plus que vive, c'est quoi Si vous voulez, les Américains ont toujours eu cette pression de vouloir exporter leurs armes, ce qui permet d'ailleurs un petit peu de contrôler les pays dans lesquels ils vendent, ce qui n'est pas tout à fait notre cas. Nous, notre réussite, c'était d'abord qu'il fallait montrer le Rafale dans ses capacités opérationnelles, donc les forces armées françaises puissent l'utiliser, ce qui a été fait depuis plusieurs années. À partir de là, la réussite est venue parce qu'il y a un moment politique aussi. Les ventes d'avions de combat, c'est quelque chose qui est extrêmement politique et stratégique. Ouais. Sur le contrat avec l'Indonésie, il date du mois d'avril, donc c'est très récent. Alors c'est 6 plus 36, j'ai lu. 6 plus 36, donc 42. Le risque que l'Indonésie n'aille pas jusqu'au 42 est très faible. Pourquoi 6 plus 36 d'ailleurs ? C'est pour essayer les premiers, c'est pour des raisons purement liées au pays qui, pour des raisons budgétaires, a annulé un contrat avant avec d'autres. Donc un résidu de budget, utilise ce résidu de budget pour en commander 6 et après il y a la commande normale, je dirais de 32 et on attend ces paiements dans les semaines et mois qui viennent. Le premier acompte. Le premier acompte. Parce que le contrat démarre véritablement au moment du premier acompte. C'est ce qu'on dit. On dit toujours que le go ahead, comme on dit en anglais, le T0, le début du contrat, c'est quand l'acompte est versé. Voilà, qui est en général, c'est la probabilité que c'est 100% en général que l'acompte. C'est pas 100%, mais c'est plus 99%. Voilà, on touche du bois, on est superstitieux et on attend toujours que la réalité se soit matérialisée avant de crier victoire. Mais c'est une vraie réussite parce que c'est l'Indo-Pacifique. Ouais. C'est vraiment un pays dans lequel on n'a jamais vendu. Ouais. C'est un pays dans lequel la France s'intéresse aussi. Vous savez que le président Macron s'intéresse fortement à l'Indo-Pacifique avec ce qui s'est passé en Australie, mais aussi on est fortement implanté dans cette région-là. Et je pense que c'est vraiment une réussite pour nous d'avoir réussi ce contrat Rafale en Indonésie. Ouais. D'ailleurs, le premier raconte qui officialise la commande historique aux Émirats Arabes Unis, 80 Rafales pour le coup. 14 ou 16 milliards le contrat ? Écoutez, il a été communiqué 14, oui. C'est le contrat dans son ensemble, dans son intégralité, il y a les armements, etc. Mais c'est le plus gros contrat de l'histoire de Dassault et le plus gros contrat de l'histoire de la France, puisqu'il y avait, on disait toujours qu'il y avait le contrat australien avec les sous-marins, mais comme il a été... c'était un contrat qui était par étapes, là c'est un contrat qui est maintenant en vigueur. Et le premier acompte est arrivé. Il y a de combien ce premier acompte, au doigt mouillé ou en pourcentage ? Ça, on le garde pour nous, c'est entre nous et le client. Mais c'est suffisant pour démarrer réellement et sérieusement. Et ça engrange réellement la réalité de ce que l'on a à faire et de l'engagement du client. Bon, toutes ces commandes, évidemment, c'est une manne pour notre industrie aéronautique, Dassault Aviation bien sûr, mais toute l'industrie. Fabriquer un avion, il faut le rappeler, ça mobilise beaucoup d'entreprises. J'ai lu le chiffre de 400 entreprises, ça génère des milliers d'emplois. Voilà, il faut donner ces chiffres-là aussi, au-delà du contrat de 14 milliards. Il faut voir qu'un contrat de ce type, qui est historique, ça irrigue tout le tissu industriel français, parce qu'on fabrique principalement en France, aussi bien Dassault que nos partenaires Safran et Thales, que aussi les fabricants de missiles, le MBDA, mais aussi l'ensemble de toute la sous-traitance, des moyennes entreprises, des petites entreprises, un petit peu partout sur le territoire vont tirer profit de ça. Je rajoute qu'on paye nos impôts en France, donc c'est vraiment une réussite aussi pour les finances publiques françaises d'avoir ce type de contrat à l'exportation. Premier avion sera livré quand ? J'ai lu 2027, Émirats Arabes Unis ou Indonésie, on est sur 2027 par avant ?
Sur l'Indonésie, c'est un petit peu plus rapide. Les Émirats ont souhaité attendre le futur standard des armées françaises, que l'on appelle dans notre jargon le F4, donc le futur standard, et donc arrivera effectivement, comme vous le dites, en 2027 pour les Émirats, un petit peu avant pour l'Indonésie. Donc ça veut dire que vos usines aujourd'hui, elles tournent à plein régime avec toutes ces nouvelles commandes? Oui, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire non seulement elles tournent à plein régime, mais même on augmente les capacités de nos usines pour être 24 avions par an, il est bon le chiffre? Vous pouvez Oui, produire on est 24 passé avions en ce moment en train de passer de cadence 1 à cadence 2, c'est-à-dire 2 avions par mois. Et on va passer très certainement à cadence 3 dès que l'Indonésie aura été complètement officialisée à réception du premier acompte. Bon, donc ça fait 7 pays, c'est ça, en dehors de la France qui utilisent... Ça fait 8 pays avec la France, oui. Oui, 8 avec la France, 7 en dehors de la France. Ma question, c'est qui pourrait être le prochain? Vous n'allez pas me le dire, j'imagine que vous n'allez pas me le dire, mais non, là où vous on avez y de bons travaille. espoirs, c'est en Europe, c'est plutôt justement... Non, mais ça peut être aussi des commandes complémentaires avec des pays qui ont déjà acheté, ce qui est toujours bon à prendre aussi. On prend, mais par exemple, on sait qu'en Inde, 36 avions, c'est pas beaucoup. On sait que la marine indienne s'intéresse fortement aussi aux Rafales marines. Donc ça, c'est un travail, un prospect, comme on dit, sur lequel nous travaillons. Puis il y a d'autres pays que je tairai qui sont très intéressés. Mais dans les semaines, dans les mois à venir, il pourrait y avoir d'autres annonces? Dans les mois qui viennent, oui. Les semaines, c'est toujours une unité de temps un peu courte pour nous. Ouais. Et ceux qui sortent du chapeau, au final, il y a des surprises parfois. On se dit, tiens, on a signé avec lui, alors on aurait imaginé qu'on aboutirait rapidement avec l'un. Avec ce pays-là, finalement, c'est un autre qui... Oui, absolument. A priori, on pourrait vous dire qu'il y a 10 ans, on faisait des grands plans avec des listes de pays, etc. En réalité, on fait des plans, on prospecte, et puis on obtient des résultats à un moment donné avec des pays qu'on n'attendait pas forcément, parce que la situation géopolitique et notre travail, de manière conjoncturelle, et puis peut-être la faiblesse de nos concurrents dans ce moment conjoncturel, fait que nous réussissons. Il faut qu'il y ait un alignement des planètes, c'est ça? C'est l'alignement des planètes, exactement. Bon, vous en êtes tous les discussions avec la Serbie sur la vente de 12 Rafales? On y travaille, c'est un des pays. Ça avance bien? Ça avance, oui. Bien, ça avance. Ça avance. Ça avance toujours bien à partir du moment où on travaille. Ouais. Mais après, le problème, c'est est-ce que ça se conclut ou pas? On verra dans les semaines ou mois qui viennent. Dans les semaines ou les mois qui viennent. Bon, est-ce que ces succès en Syrie, ça vous aide à tourner la page? Il faut en parler aussi, il y a des succès dans la vie, mais il y a aussi les échecs de la Finlande, Éric Trappier, la Suisse, qui ont préféré les F-35 américains. Pourquoi? Et la question double, c'est pourquoi c'est si difficile en Europe de vendre? Écoutez, c'est toujours une grande déception. On a des espoirs de faire l'Europe de la défense et on soutient parfaitement l'action de ceux qui veulent le faire, et en particulier notre gouvernement, notre président de la République. Mais au même moment, il y a des réflexes qui sont faits par certains pays qui pensent que d'être dans l'OTAN, c'est acheter américain. Et donc, il y a cette pression américaine aussi de protéger les pays de l'OTAN. C'est leur chasse gardée. Voilà. Et donc, ils en font de temps en temps une chasse gardée, mais pas forcément non plus les Américains. C'est-à-dire les Européens eux-mêmes peuvent se dire qu'ils sont mieux protégés avec les Américains qu'avec des pays européens. Quel enseignement, quand une fois cet échec finlandais ou suisse, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? Écoutez, il n'y a pas de leçon, parce que les Américains, j'oserais dire, maintenant qu'on a réussi les grands contrats dont vous avez parlé, on en sourit. Mais quand il s'est agi de vendre des Mirage 2000, il y a de ça 30 ans, un peu plus de 30 ans, il y avait la Suisse et la Finlande, ils ont acheté des avions américains, des F-18. Donc vous voyez, il y a une récurrence en Europe. Heureusement, la Grèce a cassé cette logique. Oui. Heureusement, la Croatie, d'une certaine manière, même si ce sont des avions d'occasion, a cassé cette logique. Il y a des pays qui sont dans l'OTAN, qui sont dans l'Union européenne et qui peuvent acheter des avions européens. Voilà. Ce qui est un peu triste, c'est que les pays qui ont une propre industrie en Europe achètent aussi des avions américains, ce qui est le cas de... Alors la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Europe, mais l'Allemagne qui achète des avions américains alors même qu'ils ont une industrie... Ça vous quoi? Ça vous désole? Ça vous irrite? Ça vous, Non, oui, ça nous désole un petit peu, mais il faut aussi savoir comprendre pourquoi. Ils ont leurs raisons, donc il faut respecter, ce sont des pays souverains. Maintenant, quand on construit l'Europe, il faut aussi... Il y a un double discours. Voilà, donc il y a un discours. Il n'y a pas un double discours, là, pour le coup. Écoutez, oui, il y a une double action, en tout cas. Il n'y a pas un double discours. Je pense que construire l'Europe, ça prend un peu de temps. Et il faut être volontariste. Il faut aussi être réaliste. Les Américains ont une capacité à pouvoir alimenter la stratégie de la défense européenne, sur laquelle il faut non pas lutter, parce que ce sont des alliés, mais il y a une concurrence, donc il faut savoir relever cette concurrence et préparer le futur dans cette optique. J'ai retrouvé une déclaration d'un officiel suisse qui disait que le F-35 coûtait 2 milliards de moins que le Rafale.
Oui, mais ça, c'est ce que disent les Suisses. Si vous regardez ce qu'écrivent les Américains, qui sont assez transparents dans les coûts, etc., et si vous regardez aussi ce que disent les officiers américains, pilotes de la marine américaine ou de l'armée de l'air américaine, ils ne sont pas forcément si satisfaits que ça des Suisses. Après, quand vous faites un appel d'offres et que vous choisissez américain pour une raison ABCD, vous essayez de le justifier vis-à-vis de votre propre peuple. Donc vous faites des... Donc ce sont pas des raisons... Je ne dis pas que c'est des inventions, mais moi je ne vois pas le F-35... La raison de fond n'est pas économique. Je ne vois pas le F-35 moins cher que le Rafale. Ça se saurait, ni en coût d'acquisition et encore moins en coût de soutien. On sait très bien que le coût de soutien du F-35 est... C'est quoi le coût de soutien qu'on explique ? C'est faire voler l'avion, c'est-à-dire la maintenance sur des années. Et on sait très bien que le F-35 est plus cher que le Rafale en opération. Donc on est un peu surpris par ces déclarations suisses. Mais bon, encore une fois, on respecte ce choix. Il y a pas de... Après, c'est la justification des autorités suisses vis-à-vis de la population suisse. Donc ils devront aussi passer devant une votation pour approuver ce choix. Puisqu'on parle de l'Europe de la défense, Éric Trappier, on se dit que pourtant la guerre en Ukraine est aux portes de l'Europe et cette menace russe devrait faire avancer cette idée, encore une fois, d'une Europe de la défense. Quels sont les obstacles concrètement qui empêchent ces coopérations entre industriels européens de l'armement ? On parle de rivalité, même entre acteurs français. Écoutez, quand il y a une guerre, déjà, ce n'est pas une bonne chose. Donc au moment où la guerre est là, déjà, c'est qu'on a mal préparé avant. Donc pour l'instant, on est dans une difficulté dans laquelle les Ukrainiens subissent. Et l'Europe de la défense aurait dû être faite il y a bien longtemps pour préserver justement la paix en Europe. Donc c'est un process qui est assez long. Je pense qu'on tire les conséquences de cette paix qui est issue de la chute du mur de Berlin, entre guillemets, qui en fait n'a pas donné la paix qu'on espérait. Donc il y a un certain réveil un peu brutal sur le sujet. Ensuite, il y a une histoire de nos pays qui font qu'on est capable de mettre des choses en commun et qu'on n'est pas encore tout à fait capable de tout mettre en commun, chacun ayant développé des capacités. La France a une singularité en Europe, c'est qu'elle a, dans les années 60, fait un choix historique, gaullien, d'avoir une souveraineté française avec la dissuasion nucléaire, donc une composante marine, une composante aérienne. C'est sur cette base qu'on a développé nos savoir-faire aujourd'hui. Donc on a ces savoir-faire qui, à mon sens, peuvent être utilisés en Europe pour développer des matériels en Europe, mais au même moment, beaucoup de pays européens, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, ont choisi le parapluie américain. Donc c'est cette histoire qui est derrière nous. Il faut maintenant construire une nouvelle histoire pour demain. Ouais. Mais quelle est la place, pour le coup, de Dassault dans ce projet SCAF d'avions européens de combat? Qu'en est-il des rivalités? On lit beaucoup de choses sur les rivalités avec Airbus, notamment. Oui, c'est vrai. Dassault a cette histoire dont je parle. Elle a développé, pas toute seule, mais avec ses coopérants, Thales, Safran, Motoriste, avec les fabricants d'armement, toute cette sous-traitance que vous connaissez, elle a développé une très belle histoire et une capacité, des compétences, des savoir-faire. C'est pas simplement le Rafale, les Mirage ont déjà été à la pointe des avions de combat en Europe. Il y a eu divergence entre le projet Rafale et le projet Typhoon, Eurofighter, à une époque, pour des raisons opérationnelles. La France avait besoin d'un avion polyvalent, avait besoin d'un avion pour mettre sur un porte-avions, avait besoin de porter l'arme nucléaire dont j'ai parlé avant de la dissuasion. Donc elle est partie toute seule, elle a fait son avion qui a coûté d'une certaine manière beaucoup moins cher que l'avion fait en coopération et qui s'est trouvé être, d'un point de vue opérationnel, totalement en conformité avec les besoins des opérationnels français qui le disent aujourd'hui et qui satisfait fortement les premiers pays qui sont en train d'utiliser le Rafale. Donc ce qu'on voudrait pour le futur, c'est que cette place qui nous est donnée par la volonté des hypothèses du départ de dire que la France sera leader de l'avion de combat du futur et que Dassault sera le maître d'œuvre de cette coopération, il faut que je puisse avoir, moi, avec Dassault et mes partenaires, la capacité de tenir cette maître d'œuvre, d'être l'architecte du futur avion. On est prêt à coopérer. C'est pas acté aujourd'hui. C'est contesté de temps en temps par certains. Voilà. Et la réponse, on l'aura quand? Ça peut durer combien de temps? On l'aura quand on aura réussi tous ensemble à se mettre d'accord. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Il n'y a pas de... nous, notre responsabilité, c'est bien sûr de répondre favorablement aux demandes politiques du pays, à nos armées.
mais c'est aussi d'être capable de dire qu'on saura développer un avion de combat du futur, donc encore plus performant que celui du Rafale pour les années 2050, 40-50, donc dans très longtemps, et s'assurer que cet avion de combat sera efficace opérationnellement. On est en train de faire un avion de combat, pas autre chose. Et puis, par ailleurs, il y a un grand système qui est en train d'être développé, dans lequel Airbus s'engage à faire en sorte que ce grand système soit aussi très opérationnel, très capable. Donc on a fait ce partage des tâches à l'origine. Maintenant, on rentre dans le détail du partage des tâches et ça achoppe de temps en temps sur une problématique de responsabilité. Mais nous, on a cette longue expérience que n'ont pas d'autres sociétés. Et donc, il faut arriver à trouver les bons équilibres. On n'est pas contre la coopération. La preuve, c'est qu'on a fait un drone très opérationnel à 6 pays, un drone de combat démonstrateur, comme on est en train d'essayer de faire un démonstrateur pour l'avion de combat, qui est très efficace en termes de furtivité, en termes de capacité, et on l'a fait à 6 pays, donc avec 5 autres partenaires. C'est l'Eurodrone, c'est ça? Non, c'est un drone qui s'appelait le Neurone, qui est un drone de combat. Sur l'Eurodrone, on a... Parce que c'est intéressant, parce qu'on a vu l'intérêt en Ukraine des drones de combat assez rustiques mais efficaces, hein, le fameux Bayraktar turc, et donc il y a ce projet qui a l'air assez complexe, assez gros en Europe, et qui n'avance peut-être pas assez vite. Est-ce qu'on ne fait pas fausse route et comment vous voyez les choses pour le coup? Écoutez, je ne ferai pas de commentaires parce que là, pour le coup, on joue le jeu. Le maître d'œuvre, c'est Airbus. Donc il faut poser ces questions-là. Airbus, c'est à eux d'assumer leurs responsabilités. Et nous sommes un sous-traitant actif de Airbus. On va faire les commandes de vol, par exemple, puisque c'est notre expertise bien connue de tout le monde et du monde entier, y compris sur nos Falcon. C'est donc bien... cette expertise qu'on met au service d'Airbus, mais celui qui prend la responsabilité de faire un avion opérationnel dans les temps et dans les budgets, c'est Airbus. C'est à eux qu'il faut poser la question. Bon, on leur posera la question quand ils viendront, évidemment. Quels enseignements, Éric Trappier, vous avez tirés de ce conflit de haute intensité qui se déroule toujours aux portes de l'Europe en Ukraine? Quels enseignements? Écoutez, je suis un peu tôt pour le dire. Je pense qu'il y a eu déjà des réflexions du Parlement dans le domaine sur lesquelles nous avons tous été auditionnés. Mon premier réflexe, c'est de dire la France a fait un choix dans des hypothèses un peu différentes de la qualité, c'est-à-dire d'être capable d'avoir des avions de combat et d'autres systèmes bien sûr, mais des avions de combat du meilleur niveau, basés sur l'expérience de nos armées et le retour d'expérience qui fait que nous évoluons et nous faisons évoluer le Rafale sur la base de cette expérience de nos armées. Donc qualitativement, le Rafale est complètement au niveau. Après, dans un conflit de haute intensité, bien sûr, va se poser la question du nombre d'avions, des quantités de munitions, etc., etc. Je pense qu'il y a un endroit aussi où on est assez efficace en Occident, c'est la capacité de travailler en réseau, en interarmée. Je pense que ça, c'est une des premières conclusions aussi. Il faut absolument être capable pour des militaires d'opérer de manière très coordonnée et quasiment en temps réel. Donc, par exemple, dans le futur standard du Rafale, nous avons insisté, à la demande de nos armées, sur la connectivité du Rafale avec tous les autres composants de la défense française et celle de nos alliés. Nous avons une interopérabilité avec l'OTAN. Éric Trappier, j'ai envie de savoir, est-ce que 2022 sera aussi faste que 2021? Parce que vous avez annoncé début mars prévoir un recul de vos revenus en 2022. Et là, on se dit c'est surprenant au vu de tous les échanges qu'on a et des commandes records. On en parlera juste après aussi du Falcon, évidemment. Alors je peux préciser, on a une commande historique en 2021 de 100 avions. 49 Rafale, 51 Falcon. Le marché Falcon a redémarré. Ça va être mieux en 2022. En termes de commandes, ça va être mieux. Pourquoi? Puisque les 80 Rafale et très certainement 42 indonésiens viendront en 2022. Donc le carnet de commandes va encore s'étoffer en 2022. Ça sera une année faste. Ensuite, carnet de commandes, pas livraison. Carnet de commandes. Voilà. Et donc le carnet grandit, c'est-à-dire le travail potentiel qu'on a à faire et donc les revenus à venir dans les 10 ans qui viennent augmentent. Ensuite, on a l'écoulement de ce carnet, c'est-à-dire les livraisons qui génèrent le chiffre d'affaires et qui génèrent les résultats. Celui de 2022 est le résultat des commandes prises les années d'avant. Et les années d'avant, il n'y a pas encore ces grosses commandes qui sont aujourd'hui. Donc l'année prochaine, conformément au contrat... 2022 ou 2023 2022. 2022, donc cette année nous livrons des avions qui ont été commandés il y a 3 ans. Exactement. Et donc, c'est un peu moins. Et les contrats nous amènent... Donc on regarde les commandes ou les livraisons alors, le juge de paix? Écoutez, moi personnellement comme PDG, je vais vous dire, je regarde les deux, parce que qu'est-ce que je fais? Je regarde l'avenir de la société, c'est le carnet de commandes, c'est ce qui donne du travail à long terme. Je regarde aussi au pied de la marche, c'est-à-dire le résultat qu'on fera en 2022. Bon, donc ça a été annoncé dans
dans nos prévisions de livraison de Falcon et de Rafale. Et voilà, donc le chiffre d'affaires va baisser aussi. Après, je ne donne pas de guidance, de prévision sur les résultats. Ça, les gens le découvrent à la fin de l'année. Bon, c'est intéressant, sur les Falcon, donc 51 commandes, c'est ça? 51 commandes en 2021, je rappelle en 2020, 15 commandes. Oui, donc, et 2019, c'était 2019, on était à légèrement en dessous, je crois. 30 quelque chose, je l'avoue. Ça continue ou pas en ce début d'année, les commandes sur oui, le marché Falcon. Ouais, c'est ma question d'ailleurs. Le marché Falcon est très actif. Pourquoi? Parce que pendant le Covid, les gens n'ont pu acheter, mais ils ont acheté quand même des avions d'occasion, parce que l'aviation commerciale était bloquée. Et ceux qui voulaient quand même voyager, l'aviation d'affaires était quand même une alternative. Et puis ceux-là y ont pris goût. Ceux qui ont décalé leurs commandes reviennent vers nous. Et donc on a un boom des commandes, nous et nos concurrents d'ailleurs. Et ça vient principalement des États-Unis, mais aussi en Europe. C'était pas écrit non plus, ce qu'on disait avec le Covid, le Zoom et compagnie. Pas du tout. C'était pas écrit qu'on arrive à livrer conformément à nos prévisions, parce que c'était quand même difficile avec la supply chain, et ça reste difficile. Oui, c'est vrai, ça reste. Oui, parce que si vous prenez, il y a certains pays qui sont encore bloqués par le Covid, et puis les effets du Covid sont sur une longue durée. Vous avez des retards de livraison? La sous-traitance a souffert. Pardon? Il y a des retards de livraison sur le Falcon? Non, on n'a pas de retard de livraison pour l'instant, mais c'est dur pour les sous-traitants. Donc, et puis aujourd'hui, avec l'Ukraine, vient aussi les problématiques énergétiques, les problématiques d'approvisionnement de matériaux, c'est plus compliqué. C'est très compliqué pour notre supply chain. Airbus redémarre aussi l'aviation commerciale, donc il y a un phénomène de ce qu'on appelle en anglais un ramp-up, c'est-à-dire une réaugmentation après s'être un petit peu endormi pendant 2 ans à cause du Covid, avec un chômage partiel payé. Donc voilà, il faut qu'aussi tout ça se redémarre proprement. Bon, et sur le... Donc pas d'inquiétude pour l'aviation d'affaires, parce que on s'est posé tous beaucoup de questions. Non seulement il n'y a pas d'inquiétude, mais au contraire, on continue à développer nos 2 nouveaux avions, le Falcon 6X et le Falcon 10X, que le marché attend avec impatience et pour lequel on a déjà un carnet de commandes. Et au contraire, on a un marché actif, c'est-à-dire après 2 ans où on ne pouvait plus voyager, les chefs d'entreprise, les grandes entreprises veulent retourner voir leurs clients, voir leurs partenaires, voir leurs sous-traitants et donc voyager, parce que la visioconférence, c'est un outil très efficace, très bien, parfait, on a tous appris à encore mieux le dominer, mais de temps en temps, il y a besoin de voir les yeux dans les yeux votre client, votre fournisseur, votre coopérant. Ouais, avec aussi une volonté pour beaucoup de vos clients de réduire les émissions de CO2. Bien sûr. Cette réduction d'empreinte carbone, vous le sentez post-Covid de la part de vos clients? Oui, on le sent. Il y a une prise de conscience mondiale. Et d'ailleurs, je le dis, la problématique du réchauffement climatique et donc de la lutte contre le réchauffement climatique passe par des standards mondiaux. C'est pas la France toute seule qui peut faire. C'est pas l'Europe toute seule qui peut faire. Si nous on fait, puis que la Chine et l'Inde ne font pas, on va pas vraiment. Donc, il est très important que les organismes internationaux, IATA pour l'aviation commerciale, l'OACI qui est au Canada et qui régule l'ensemble des acteurs de l'aéronautique mondiale, fassent des standards. Nous, on croit beaucoup, par exemple, assez rapidement au fuel alternatif, être capable de faire des fuels verts, mais avec une biomasse bien identifiée, et demain, avec des fuels alternatifs à base d'hydrogène. À la marge ou vraiment Non, pas à la marge, réellement. Et aujourd'hui, on peut déjà mettre 50% de fuel alternatifs dans nos avions. On va voler avec déjà des fuels alternatifs. Ça réduirait déjà de moitié l'émission de carbone des avions. Et les avions, en général, y compris l'aviation d'affaires, y compris l'aviation commerciale, qui est le gros, c'est 2-3% des émissions mondiales. Nous, on doit être 1/1000 de ce 2-3%. Donc, c'est pas beaucoup, mais on fait des efforts pour y arriver. Donc, les carburants alternatifs, c'est vraiment une piste importante. Et puis, on travaille avec nos amis qui fabriquent les moteurs, qui eux-mêmes, depuis des années et des décennies, réduisent les émissions carbone des moteurs d'avion. Entre le civil et le militaire, je me posais la question, avec Trappier, qu'est-ce qui va porter le plus la croissance de Dassault dans les années qui viennent? Vous allez me dire un peu les deux, parce que finalement, peut-être que chacun peut être... n'a pas la même dynamique au même moment. Donc oui, on a un modèle à 2 piliers, le pilier civil, le pilier militaire. On a rarement une crise des 2 côtés. Donc l'un porte l'autre selon les époques. Et je dirais même qu'on a en réalité 3 piliers, puisqu'on a le pilier français qui nous permet des développements dans le domaine militaire en particulier, l'export qui élargit parce que le marché domestique, quand vous comparez avec les États-Unis, est très faible. Et puis vous avez le civil. Donc on a un équilibre
qui fait que pour l'instant, notre modèle est tout à fait pertinent et qu'on espère bien le pérenniser pour les décennies à venir. Quand on voit depuis le début de la guerre en Ukraine, tous les acteurs de la défense, Dassault Aviation, Thales, mais aussi d'autres, on voit des cours boursiers qui se sont largement envolés. C'est un secteur, on se dit qu'il y a de beaux jours devant lui, parce que les gouvernements vont devoir multiplier les dépenses de défense, parce qu'il voilà, y a la guerre aux portes de l'Europe, et peut-être après avoir sous-investi pendant des années, il y a peut-être un mouvement de oui, je crois qu'il y a un mouvement de réveil qui consiste à dire on ne peut pas laisser notre défense simplement aux autres. On parlait de défense européenne, on parle de la défense de la France, et je trouve qu'il faut vraiment que Bruxelles se réveille aussi, puisqu'on a combattu pendant des mois et des mois le fait que la finance, d'une manière générale, ne veut plus aller dans l'industrie de défense, sous-entendu les industries de défense européennes, parce que les Américains n'ont pas ce problème, les Russes et les Chinois n'ont pas non plus ce problème. Donc si on laisse aux autres le soin de développer et de fabriquer des armes, alors comment allons-nous demain assurer la souveraineté de nos pays ici en Occident, et ici en particulier en Europe, qui sont quand même des démocraties. Donc je pense qu'au contraire, il faut favoriser les investissements dans les industries de défense. C'est ce qui permettra la pérennité des industries de défense, pas simplement des grands que vous voyez, Dassault, Thales, Airbus, mais aussi toute la supply chain, les plus petits en territoire. Parce que non seulement ils contribuent à la souveraineté du pays, mais en plus ils contribuent à l'emploi, aux écosystèmes qui font que, quelque part, ça marcherait mieux dans les territoires s'il y avait encore un peu plus de défense. Il faut élargir un petit peu, l'export le permet. Parce que l'export, c'est de l'argent qui vient de l'extérieur de France et qui est investi d'une certaine manière en France, à tout point de vue, et fait vivre tout le monde. Je parlais des impôts tout à l'heure, mais un emploi dans le domaine de la défense dans un territoire, ça génère 5 emplois autour du seul fait de cette activité économique. Donc honnêtement, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, c'est l'industrie de défense. Mais au-dessus de tout, à cause de la guerre en Ukraine, c'est de démontrer que dans la souveraineté d'un pays ou de la souveraineté de demain de l'Europe, il faut une industrie de défense. C'est celle-là qui permettra à nos armées d'être capables de maîtriser leur outil de défense. Éric Trappier, on va se quitter là-dessus. Juste, on est sur Boursorama, je vais regarder le cours de Dassault Aviation, 64% de hausse depuis le début de l'année. Sur le titre, il y a une bonne dynamique qui s'explique par tout ce qu'on a dit avant. Vous êtes satisfait? Vous avez encore faim? Tout ça est justifié? Non, vous savez, nous, chez Dassault, au risque de vous décevoir, on n'a pas tellement le nez sur le cours de bourse, parce que nous, on vise toujours du long terme. Et donc, on sait que de temps en temps, ça baisse ou ça monte. Pourquoi ça monte? Parce qu'en fait, on est une société qui est sous-cotée quelque part. Vous prenez les résultats de Dassault, sont bons. Vous savez que nous sommes à 25% dans le capital de Thales, qui est une société qui marche bien aussi. On n'a pas de dette. Bref, c'est une valeur de sécurité, la valeur en bourse de Dassault Aviation. Donc, elle est sous-cotée dans quelle mesure, vous me disiez? Pardon? Elle est vraiment sous-cotée? Regardez, si vous prenez la trésorerie, vous additionnez notre part dans Thales, vous prenez le carnet de commandes qui est à plus de 20 milliards, c'est mon estimation. On est à 155 € aujourd'hui sur le cours. En tout cas, peut-être un rattrapage qui est en train de s'opérer sur le titre. Merci de passer nous voir, donc, Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.